Donc on reprend notre série sur la neurophysiologie avec ce nouveau cours qui va traiter du cortex moteur. Alors comme on sait, le cortex moteur, enfin le cortex cérébral en général, c'est le centre d'intégration de toutes les fonctions du corps humain. Alors il est divisé en plusieurs aires, en plusieurs petites parties, et chaque petite partie de ce cortex a une fonction particulière. Ça peut être moteur, sensitif, associatif, sensoriel, etc. Nous verrons tout cela un peu plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le contingent moteur du cortex cérébral qui est le cortex moteur. Alors comme toujours, on commence par une petite introduction, la définition du cortex moteur, les différentes aires motrices qu'on peut y trouver, les différentes voies motrices qui vont venir transporter ces influx nerveux du cortex vers les effecteurs ou vers la voie finale commune, et enfin ce qu'il faut retenir de tout cela. Alors on va commencer par l'introduction. Alors il faut savoir que nous avons trois types de mouvements. On a d'abord le mouvement dit volontaire. Le mouvement volontaire, c'est-à-dire c'est un mouvement que nous décidons de faire à un moment donné. On a ensuite le mouvement involontaire, c'est-à-dire ce sont des mouvements que l'on fait sans s'en rendre compte, par exemple la respiration. Et enfin, les mouvements dits automatiques. Alors, les mouvements automatiques, ce sont des mouvements que nous avons appris à faire dans certaines circonstances et qui sont devenus automatiques, c'est-à-dire que ce sont des mouvements que l'on fait volontairement, mais on ne se rend plus compte de leur, on se rend plus compte qu'ils sont vraiment en train de se passer, justement parce qu'on s'est habitué à ce genre de mouvement. Je pense par exemple à la parole, on ne se rend pas compte qu'on parle, même si on décide de parler. Je pense à la marche également. Par exemple, quand on fait du vélo, quand on joue au piano, on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, ce sont des mouvements dits automatiques. Donc on a les mouvements volontaires, on décide de faire à un moment donné, ce sont des mouvements conscients. Les mouvements involontaires, ce sont des mouvements donc on ne se rend pas compte qu'on les fait, par exemple la respiration. Et enfin, les mouvements dits automatiques, et dans ce cas-là, ce sont des mouvements qu'on a appris à un moment donné, et on s'est habitué à ces mouvements, et on ne se rend pas compte de leur action, par exemple la marche, la conduite, le piano, etc. Donc il faut savoir maintenant que le cortex moteur, avant d'arriver finalement au mouvement, c'est la finalité de tout cela, doit passer par différentes étapes, par différents stades ou par différents étages du système nerveux central. Donc on a d'abord donc le cortex moteur qui est à la base, qui est le point de naissance de l'influx nerveux. Ensuite on passera par le tronc cérébral qui va servir de relais parfois, dans certains cas qu'on verra tout à l'heure. Puis enfin la moelle spinale qui va servir de dernier relais. Alors, on sait que dans la moelle spinale cheminent des faisceaux, des voies de conduction. Certaines sont ascendantes, certaines sont descendantes. Parmi les voies descendantes, on a les voies qui vont transporter l'influx nerveux du mouvement. Ce sont les voies descendantes qui sont motrices, comme le faisceau cortico-spinal qu'on reverra à la fin du cours. Ce faisceau cortico-spinal va venir s'articuler avec le motoneurone alpha qui lui va ordonner aux muscles de se contracter et d'effectuer donc un mouvement. Voici le cheminement normal du mouvement partant du cortex moteur, du cortex cérébral donc, jusqu'à l'effecteur final qui est le muscle. Alors, comment est-ce qu'on peut définir le cortex moteur? Alors, le cortex moteur va désigner l'ensemble des aires motrices du cortex cérébral. Alors, comme je vous ai dit au tout début du cours, eh bien, le cortex cérébral est divisé en plusieurs aires. Ça a été fait par Monsieur Brodmann qui s'est occupé de ça. Eh bien, ces aires du cortex moteur, il y en a plusieurs euh, qui sont responsables de la motricité, ce qu'on appelle les aires motrices. L'ensemble de ces aires motrices va définir ce qu'on appelle le cortex moteur. Alors pour parler d'une aire motrice, eh bien, ça doit répondre à trois critères. Il faut que la stimulation de cette aire entraîne une réponse motrice, ça veut dire en gros que lorsqu'on stimule cette partie du cerveau, on aura une contraction musculaire. Il faut que la destruction de cette aire entraîne une perte des fonctions motrices. Donc, lorsqu'on a une lésion de cette aire, eh bien, on aura une paralysie ou une parésie de la région innervée par cette aire. Et enfin, il doit être relié directement ou indirectement à un motoneurone alpha. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on essaie de voir le trajet de ce neurone, soit il fait un petit relais par un noyau avant d'arriver au motoneurone alpha, soit il va s'articuler directement avec lui. Alors la plupart du temps, directement, c'est ce qui va se passer pour par exemple les mouvements segmentaires des membres,
dans le cas du faisceau corticospinal latéral. Et indirectement, c'est plutôt pour les nerfs crâniens. Donc on a dit que le cortex moteur est défini comme l'ensemble des aires motrices du cortex cérébral, c'est-à-dire l'ensemble des aires du cortex cérébral, les aires de Brodmann du cortex cérébral qui sont responsables de la motricité. Pour parler d'une aire motrice, il faudrait qu'elle réponde à 3 critères. Alors le premier critère, il faudrait que sa stimulation entraîne une réponse motrice, donc la stimulation électrique ou magnétique de cette aire entraîne une contraction musculaire responsable d'un mouvement. Il faudrait que sa destruction entraîne une perte des fonctions motrices, donc une paralysie ou une parésie. Et enfin, il faut qu'il soit relié directement ou indirectement à un motoneurone alpha. Alors, ce que l'on voit ici, c'est une représentation schématique du cortex moteur, enfin d'un hémisphère cérébral, c'est l'hémisphère gauche, si je ne m'abuse. On a ici l'avant, on a ici le haut, on a ici entre les deux, entre les deux cortex, on a, entre pardon, les deux lobes frontal et pariétal, on a la scissure de Rolando. Alors, la scissure de Rolando va diviser le cortex cérébral, pardon, va diviser les hémisphères cérébraux en deux. On a ici le lobe frontal et on a ici le lobe pariétal. Alors, le lobe frontal, dans sa partie postérieure, est responsable de la motricité et le lobe pariétal, dans sa partie antérieure, responsable de la somesthésie, c'est-à-dire eh bien, de la sensibilité. Alors, en gros, donc, on a les différentes aires motrices ici, en avant de la scissure de Rolando. En avant de la scissure de Rolando, ce qu'on appelle la région pré-rolandique. Pré-rolandique. Et bien, la région pré-rolandique correspond aux aires de Brodmann 4, 5 et 6. Les aires de Brodmann 4, 5 et 6, ce sont celles qui sont responsables de la motricité. Et donc, les aires 4, 5 et 6 de Brodmann correspondent au cortex moteur. C'est la région pré-rolandique. Pré-rolandique, c'est-à-dire en avant de la scissure de Rolando. En arrière de la scissure de Rolando, on retrouve l'aire somesthésique primaire, donc tout ce qui est en rapport avec la sensibilité, c'est ce qu'on appelle la région post-rolandique. Ici, c'est la région post-rolandique. Donc, on essaie de reprendre. On a dit que le cortex moteur était défini comme l'ensemble des aires de Brodmann qui sont responsables de la motricité. Dans cette coupe d'un hémisphère cérébral, on a au centre, de l'image la scissure de Rolando. En avant de la scissure de Rolando, on a cette aire qui est colorée en orange. Cette aire colorée en orange correspond donc à la région pré-rolandique. Elle correspond également aux aires 4, 5 et 6 de Brodmann. Ces aires 4, 5 et 6 sont responsables de la motricité et donc correspondent au cortex moteur. Comment est-ce qu'on peut étudier ce cortex moteur? Eh ben, on a plusieurs techniques d'étude. On a les méthodes histologiques qu'on a vues dans les cours de fonction de conduction. Donc, soit on va par exemple découper un axone et on va étudier soit son origine par la présence de corps de Nissl, soit sa terminaison par la présence de petites formations dans les boutons terminaux, soit on va voir simplement la dégénérescence walérienne. On a aussi des techniques de destruction, donc on va essayer de voir s'il y a une parésie lorsqu'on détruit certaines aires du cortex cérébral. Les techniques d'électro ou de stimulation magnétique, alors dans ce cas-là, on va essayer d'implanter une sorte de cathode ou d'anode sur le cortex cérébral. On va électrostimuler. On va voir s'il y a une réponse musculaire, s'il y a une contraction musculaire, donc une réponse motrice en amont. En aval, pardon. Et enfin, l'IRM fonctionnel. Donc, ce type d'IRM, c'est une très grande avancée technologique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le patient à l'intérieur d'une IRM classique et on va lui demander, par exemple, de bouger à un certain moment. Et lorsqu'il va commencer à bouger, lorsqu'il va donc commencer à bouger, eh bien on va voir s'illuminer certaines parties de son cortex. Les parties du cortex qui sont illuminées lors du mouvement, eh bien vont correspondre à ce fameux cortex moteur. On utilise les IRM fonctionnels pour voir un petit peu, par exemple, s'il y a eu une certaine plasticité cérébrale en cas d'accident, d'AVC, pour voir si de nouvelles connexions se sont créées et permettent ainsi un mouvement alors qu'il n'y en avait pas juste après l'accident.
L'IRM fonctionnel n'est pas disponible en Algérie, mais en Europe ou aux États-Unis, c'est assez courant d'avoir recours à cette technique. Eh bien, on peut maintenant introduire une nouvelle. C'est pas vraiment nouveau, on a vu ça dans le cours des voix ascendantes et descendantes, mais ici, la somatotopie revêt une importance toute particulière parce que, eh bien, Monsieur Penfield a étudié un petit peu la scissure pré-rolandique ici, pardon, la région pré-rolandique ici, donc celle de l'aire motrice primaire ou du cortex moteur primaire, et il a essayé de deviner, ou il a essayé de mettre en évidence quelle partie de cette région, quelle partie du cortex moteur primaire va innerver quelle partie du corps. Donc ce qu'il a fait grâce à des techniques d'électrostimulation, eh bien il a stimulé chaque partie du corps et il a vu où se situe la réponse motrice. Alors il a vu par exemple que dans la région médiane, ici, on a une contraction du pied. Il a vu que dans la région plutôt latérale, on a une contraction de la main, et dans la région par exemple inférieure, on a plutôt une contraction de la langue et du larynx. Il a vu également que la concentration de neurones, de corps cellulaires est différente pour chaque partie du corps. Par exemple, la main et notamment le pouce sont surreprésentés au niveau du cortex moteur par rapport par exemple aux jambes ou aux pieds. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, on s'est rendu compte que chaque partie du corps a une projection plus ou moins importante au niveau du cortex moteur. Et cette importance est proportionnelle un petit peu à l'importance de cet organe dans notre vie quotidienne du point de vue fonctionnel. Par exemple, ce qui différencie l'homme du reste des primates, par exemple du singe, c'est qu'il possède le mouvement, ce qu'on appelle d'opposition du pouce. Là, par exemple, il peut faire ça entre son pouce et son index. Il faut faire comme un anneau avec sa main. C'est ce qu'on appelle l'opposition du pouce, grâce au muscle opposant du pouce. Eh bien, ce qui fait cette différence, c'est justement l'existence de ce muscle opposant du pouce et son innervation qui est très importante. Et on remarque ici au niveau du cortex moteur que le pouce est très représenté, comme toute la main d'ailleurs, mais le pouce est très représenté au niveau du cortex moteur, vu son importance capitale dans notre vie quotidienne. Également, on voit la langue et le visage en général. La langue parce que l'homme est le seul animal doué de parole et également doué d'émotions, ce qui fait que les muscles de la face avec lesquels on exprime nos émotions sont très très représentés au niveau du cortex moteur. On a également le larynx qui possède une projection propre à lui, également à cause du fait de son importance pour la parole. Alors, ces différentes représentations, lorsqu'elles sont schématisées sous forme d'un humain, on va parler d'homonculus de Penfield. Alors, l'homonculus est un petit homme, et l'homonculus de Penfield est une sorte de représentation schématique des organes du corps humain selon leur importance fonctionnelle et selon leur projection au niveau du cortex moteur. Alors, on voit ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande prédominance de la projection des mains et de la bouche, notamment des lèvres et de la langue pour la parole, tandis que le reste du corps, lui, est très peu exposé. Alors maintenant, on va passer aux aires motrices. On va définir les différentes aires motrices qui vont constituer le cortex moteur en lui-même. Alors, on a d'abord le cortex moteur primaire. Le cortex moteur primaire, lui, c'est la base. Pourquoi c'est la base? Parce que c'est lui qui va être responsable des mouvements segmentaires et des mouvements précis. Donc, les mouvements de notre vie quotidienne, quoi. Donc, il correspond à l'aire 4 de Brodmann. On a dit tout à l'heure que le cortex moteur correspond aux aires 4, 5 et 6. Le 5 est très peu représenté, donc c'est surtout le 4 et le 6. Avec un petit peu le 8 pour l'oculomotricité, mais on verra ça tout à l'heure. Je vais dire une autre fois. Lorsqu'on fait une coupe au niveau du cortex cérébral, du point de vue histologique, on voit qu'on a plusieurs couches, de la couche 1 à la couche 6. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la couche 5. Alors, cette couche 5 cette couche 5 du cortex cérébral va contenir des cellules qui sont de forme triangulaire ou pyramidale. Ce sont les cellules de Betz, B-E-T-Z. Les cellules de Betz sont le point de départ des cellules, le point de départ du faisceau pyramidal. Et justement, vu que ces cellules eh bien, possèdent une forme pyramidale, une forme de pyramide, c'est ce qui a donné son nom au fameux faisceau pyramidal qu'on connaît maintenant sous le nom de cortico-spinal.
Il va recevoir des afférences, c'est-à-dire des connexions entrantes. Ces afférences proviennent du cortex pariétal, notamment de l'aire somesthésique, ce qui fait qu'en gros qu'on peut réagir à des stimulations sensitives par une réponse motrice. On a également des afférences des noyaux gris de la base, des noyaux gris centraux, ce qui fait que par exemple on peut contrôler l'intensité des mouvements, on peut les programmer, on peut savoir si le mouvement va trembler ou pas. Il peut recevoir des afférences du cervelet, ce qui va nous permettre de réguler notre posture ou de coordonner nos mouvements. Il reçoit également des afférences des autres aires motrices qu'on verra tout à l'heure, c'est le cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire. Le cortex moteur, lui, va envoyer des efférences sur les motoneurones alpha en priorité et gamma. Donc les motoneurones alpha, c'est pour effectuer le mouvement. Les motoneurones gamma, c'est pour contrôler l'intensité de ce mouvement. Ainsi que sur les neurones du tronc cérébral. Alors pour arriver au motoneurone alpha du tronc cérébral, il devra bien sûr faire relais au niveau des noyaux du tronc cérébral. Alors pourquoi il va aller au tronc cérébral? Eh bien, on sait que les muscles de la face et de la langue aussi sont innervés par ce qu'on appelle les nerfs crâniens. Et les nerfs crâniens possèdent tous un noyau propre au niveau du tronc cérébral, le noyau du 7, du 9, du 11 et du 12. Pour ne citer que cela, on a aussi celui du 3 et du 4 et du 6. Tous ces neurones ont besoin d'un noyau. Et le faisceau pyramidal, avant d'arriver aux motoneurones qui vont innerver les nerfs crâniens 3, 4, 6, 7, 9 et 11 et 12, donc les moteurs donc, avant d'y arriver, il devra faire relais au niveau de ces noyaux. Et donc à arriver au motoneurone alpha et ainsi effectuer les mouvements soit des yeux, soit de la face, soit de la langue, soit de certains muscles euh, de la face et du cou. Donc voilà, l'R4 de Brodmann, responsable de mouvements précis, il va recevoir des afférences et va envoyer des efférences. Ces efférences vont aller s'articuler soit directement avec les motoneurones alpha, ça va se passer au niveau de la moelle spinale, soit en faisant relais sur les noyaux du tronc cérébral pour les nerfs crâniens. On va introduire un phénomène très particulier dans notre cerveau qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors, on sait que par exemple, chez les patients qui ont vécu par exemple un accident de la voie publique ou un accident vasculaire cérébral, un AVC, ils auront probablement des séquelles motrices, c'est-à-dire qu'ils auront soit une paralysie, soit une parésie d'un hémicorps ou une plégie, etc. Dans ce cas-là, on suspectera une lésion du cortex moteur primaire. Quand est-ce qu'on suspecte une lésion du cortex moteur primaire? Eh bien, lorsque la paralysie est contralatérale, c'est-à-dire que lorsqu'elle est de l'autre côté de la lésion. Mais lorsqu'on effectue une rééducation chez ces patients, on peut voir que cette paralysie est plus ou moins réversible. Et elle est réversible justement parce que la projection somatotopique des organes du corps humain sur le cortex moteur, elle n'est pas stable, elle n'est pas définitive. Le cortex peut bien changer la projection de certains neurones sur le corps humain. Par exemple, une région qui était définie comme région qui doit innerver le pied peut se mettre à innerver la main si il y a une lésion de la région qui innervait la main à la base. Donc on a ici notre homonculus de Penfield. Là on a le pied, là on a la main et surtout le pouce et le reste de la main. Là on a le visage, surtout la langue, et là on a le larynx. Lorsqu'on a par exemple une lésion, ici un AVC de la région qui innerve plutôt la main, le cortex moteur va faire en sorte de dévier les connexions, de dévier les synapses vers les régions qui sont encore saines. Il va dévier les synapses vers les régions qui sont encore saines et ainsi permettre la création de nouvelles régions pour venir innerver la main et ne pas perdre totalement cette fonction. Donc cette création de synapses et cette réorganisation somatotopique du cortex moteur selon la lésion, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le phénomène de plasticité cérébrale définit la capacité du cerveau à un petit peu réorganiser ses neurones et réorganiser ses synapses pour une nouvelle
une nouvelle organisation fonctionnelle de ces neurones. On passe maintenant à la deuxième aire motrice qui est le cortex prémoteur. Ce dernier est situé en avant du cortex moteur primaire, c'est pour ça qu'on l'appelle prémoteur, donc en avant du cortex moteur, au niveau de l'aire 6 de Brodmann dans sa partie latérale. Lui, il est responsable de l'apprentissage et de la programmation du mouvement. Donc c'est ce qui fait un petit peu que lorsqu'on décide de bouger, eh bien la décision va provenir du cortex prémoteur. Et même avant d'arriver au cortex prémoteur, elle va commencer au niveau de l'aire du cortex préfrontal. Donc si on veut un petit peu schématiser tout cela, on a ici notre cortex avec la scissure de Rolando, la partie somesthésique dans le cortex pariétal, la partie motrice dans le cortex frontal. Ici, on a l'aire motrice primaire, c'est l'aire 4 de Brodmann. En avant, on a l'aire 6. Dans sa partie latérale, donc ici, c'est le cortex prémoteur. Et on a ici le cortex préfrontal. Alors, le cortex préfrontal, lui, va décider du mouvement. Ensuite, le cortex prémoteur va le programmer. Et il va l'envoyer au cortex moteur primaire pour ensuite descendre vers les muscles et les motoneurones alpha. Il est également responsable des mouvements axiaux, donc tout ce qui est tronc, cou, hanche, épaules, etc. Il va recevoir des afférences pariétales, comme on l'a dit, à cause de la sensibilité, préfrontale, voire cérébelleuse. Et les afférences pariétales et préfrontales, ce sont notamment des régions dites associatives, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous. Les régions associatives ont une physiologie très complexe qu'on va essayer d'éviter dans ces cours qui sont plutôt dans la physiologie plus tangible et plus palpable qu'on peut comprendre facilement. Alors, elle va se projeter directement sur le cortex moteur primaire. Donc, comme on l'a dit, après apprentissage et programmation, on va passer à l'action vers le cortex moteur primaire, mais également sur la moelle spinale. Et lorsqu'il va se projeter sur la moelle spinale, il va former le faisceau corticospinal médian. Et le faisceau corticospinal médian, comme on l'a dit, c'est lui qui est responsable des mouvements axiaux. Une lésion du cortex prémoteur va être responsable de deux grands syndromes. C'est la parésie proximale, donc c'est un syndrome pyramidal classique, mais qui va concerner uniquement les muscles axiaux et proximaux, donc tout ce qui est ceinture pelvienne, ceinture scapulaire, tronc, cou, et une apraxie, c'est-à-dire un trouble de l'exécution du mouvement. Donc, par exemple, le patient ne pourra pas s'habiller, il ne pourra pas poser des cubes l'un sur l'autre, il ne pourra pas cuisiner. Donc, c'est-à-dire tout ce qui doit, tout ce qui doit tout ce qui doit faire fonctionner nos mains ensemble, tout ce qui doit faire se coordonner nos mouvements. Par exemple, comme je l'ai dit, l'habillage c'est l'exemple le plus fréquent. Lorsqu'un patient ne peut pas s'habiller, c'est l'exemple type de la praxie. Par exemple, on peut pas mettre une clé dans une serrure. Tout cela, c'est la définition de l'apraxie. Donc, la lésion du cortex prémoteur va entraîner une parésie proximale et une apraxie. Enfin, l'aire motrice supplémentaire, c'est aussi l'aire 6 de Brodmann, mais dans sa partie plutôt médiale, responsable des mouvements mémorisés bimanuels et digitaux. Donc, comme j'aime l'appeler, c'est l'aire du pianiste. Pourquoi du pianiste? Eh bien, c'est des mouvements mémorisés. Lorsqu'on apprend une mélodie au piano, on l'apprend, on la mémorise. Ensuite, on l'exécute avec nos deux mains et avec les doigts. Donc, c'est l'aire du pianiste, c'est l'aire motrice supplémentaire. Elle est également responsable des changements de posture par anticipation. Comme par exemple lorsqu'on fait le fameux test de confiance, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de se jeter en arrière et de voir si on le rattrape ou pas. Par exemple, lorsque vous poussez quelqu'un en arrière très très rapidement et sans qu'il s'en rende compte, eh bien, il va tout de suite remettre en place sa posture et tout cela, c'est grâce à l'aire motrice supplémentaire. Cette aire motrice supplémentaire va recevoir des afférences, soit du cortex préfrontal, donc associatif, soit des mains gris centraux, et il va se projeter sur le cortex moteur primaire pour effectuer les mouvements mémorisés, bimanuels, etc., soit de la moelle spinale, notamment les motoneurones alpha des doigts pour les mouvements digitaux. Donc toute lésion de l'aire motrice supplémentaire va entraîner ce qu'on appelle un mutisme akinétique. Alors le mutisme akinétique, c'est un signe particulier très très rare, proche du coma éveillé. Donc le patient, vous le verrez, qui sera prostré, soit sur son lit ou dans un coin, sur un fauteuil, il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne réagit pas, pas de
pas d'émotion ni rien, et c'est très typique d'un syndrome frontal, mais dans sa forme inhibitrice. Donc c'est quoi un syndrome frontal? Donc un syndrome frontal, c'est un syndrome qui est lié à une lésion du lobe frontal. Et cette lésion du lobe frontal, elle aura deux traductions cliniques, euh, soit une forme excitatrice, donc ouais, une forme excitatrice ou désinhibitrice, soit une forme inhibitrice. Dans la forme désinhibitrice, c'est une des formes les plus graves, un petit peu à traduction clinique psychiatrique. On voit le patient qui est désinhibé, il aura tendance à se dénuder en public, à dire des gros mots, à ne pas contrôler ses actions. Tandis que la forme inhibitrice, c'est justement la prostration, l'absence de mouvement, l'absence de parole, l'absence d'émotion. Donc ce sont vraiment des traductions cliniques, des formes cliniques contraires d'un même syndrome qui est le syndrome frontal. Donc les deux autres aires motrices qu'on a vues, donc le cortex prémoteur qui est situé en avant du cortex moteur au niveau de l'aire 6 de Brodmann dans sa partie latérale, responsable de l'apprentissage, de la programmation des mouvements ainsi que des mouvements axiaux. Il va recevoir des afférences pariétales et du cortex préfrontal et va se projeter sur le cortex moteur primaire ou directement sur la moelle spinale en formant le faisceau corticospinal médian qui est le direct et non pas le croisé. Sa lésion va entraîner la parésie proximale, donc de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne, et une apraxie, c'est-à-dire un trouble de l'exécution des mouvements. L'aire motrice supplémentaire, c'est l'aire 6 de Brodmann dans sa partie médiale, qui va être responsable des mouvements mémorisés, bimanuels et digitaux, donc c'est l'aire du pianiste, responsable des changements de posture par anticipation, notamment en réponse aux changements gravitaires, reçoit des afférences du cortex préfrontal et de noyaux gris centraux, se projette comme son prédécesseur au niveau du cortex moteur primaire, de la moelle spinale pour les mouvements digitaux, et sa lésion va entraîner ce qu'on appelle le mutisme akinétique, qui est la forme clinique inhibitrice du syndrome frontal. On va voir rapidement les voies motrices, comme on les a déjà vues, ça ne sert pas à grand chose. On a ici notre cortex moteur, le thalamus et les noyaux gris de la base, le tronc cérébral et la moelle spinale. Donc on sait que le faisceau pyramidal va naître du cortex moteur et il va cheminer dans une petite fente de substance blanche euh, qu'on va appeler la capsule interne. Alors la capsule interne, c'est une petite fente de, de, de substance blanche où eh bien, toutes les fibres du faisceau pyramidal sont regroupées en un seul faisceau. Les AVC de la capsule interne sont les plus graves car ils entraînent une paralysie de tous les membres du corps humain, donc de tout le corps, même du visage. Lorsqu'on a ce genre de paralysie, on sait que la lésion est située bien au niveau de la capsule interne parce que toutes les fibres du faisceau pyramidal, peu importe leur destination, sont regroupées en un seul faisceau. Alors certains de ces faisceaux vont faire relais au niveau d'un des noyaux du tronc cérébral, par exemple le noyau du 7, donc du nerf facial. Lorsqu'ils vont faire relais, ils vont faire relais au niveau de ce noyau en s'articulant avec un motoneurone alpha pour aller innerver par exemple les muscles de la face pour le nerf facial. D'autres vont cheminer dans le tronc cérébral. Certains vont croiser la ligne médiane, d'autres non. Ceux qui vont croiser la ligne médiane vont former le corticospinal latéral. Ceux qui ne vont pas le croiser au niveau du bulbe vont former le corticospinal médian. Le corticospinal latéral provient le plus souvent du cortex moteur primaire et de l'aire motrice supplémentaire, tandis que le corticospinal médian proviendra plutôt du cortex prémoteur. Ces derniers vont ensuite s'articuler avec les motoneurones alpha pour ainsi venir former, euh, innerver les muscles et entraîner un mouvement. Alors juste une petite remarque, le motoneurone alpha, vu que c'est le dernier relais de la voie motrice efférente, de la voie motrice descendante, eh bien c'est lui qu'on va appeler l'effecteur final ou encore l'effecteur final, oui. Il a un autre nom, je sais plus comment on l'appelle. Euh,
Voilà, on l'appelle la voie finale commune parce que justement toutes les voies descendantes vont venir se terminer sur un motoneurone alpha, donc c'est la voie finale commune ou l'effecteur final. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le cortex moteur va désigner donc toutes les aires motrices du cortex cérébral, donc que ce soit le cortex moteur primaire ou le cortex prémoteur ou l'aire motrice supplémentaire. Le cortex moteur primaire est responsable des mouvements précis, donc des mouvements volontaires, segmentaires des membres. Le cortex prémoteur, c'est plutôt les mouvements axiaux, donc tout ce qui est tronc et cou. L'aire motrice supplémentaire, des mouvements programmés, bimanuels, digitaux, donc c'est l'aire du pianiste. Il est connecté au motoneurone alpha via les voies motrices descendantes du faisceau corticospinal, qui soient latérales ou médian, ou corticobulbaires, pour les nerfs crâniens, les muscles de la face et de la tête. Enfin, il faut savoir que les lésions du cortex moteur ont des traductions cliniques différentes. Celles du cortex moteur primaire vont plutôt se traduire par une paralysie ou une hémiparésie contralatérale à la lésion, avec possibilité de retrouver certaines fonctionnalités motrices grâce à la plasticité cérébrale. Celle du cortex prémoteur, ce sera plutôt une apraxie, c'est-à-dire un trouble de l'exécution des mouvements, et une paralysie des muscles axiaux. Et enfin, pour l'aire motrice supplémentaire, on aura plutôt ce qu'on appelle le mutisme akinétique, qui est la forme clinique inhibitrice du syndrome frontal. Et merci beaucoup.